Bonsoir à tous, il est 18h, nous sommes le jeudi 6 février 2025 et c'est jeudi tout. Bonsoir Olivier Jalaguier. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous ce jeudi dans l'émission comme chaque semaine Olivier. 3 sujets d'actualité que l'on va évoquer, débattre dans quelques instants. On y va ? Allez, c'est parti. Allez, place tout de suite au premier sujet de ce jeudi. Vous voulez revenir sur les ZFE. Ce sont ces zones à faible émission. Pourquoi vous vouliez revenir sur ce sujet ? Je sais que c'est rentré effectivement en place depuis le 1er janvier 2025. Ça vous agace ? Ça agace bon nombre de Français. Et puis c'est bon nombre de Nîmois. Et bon nombre de Nîmois, oui. Quoique Nîmes n'est pas vraiment dans la cible, mais on est quand même dans le collimateur. Mais c'est significatif de ce qui se passe aujourd'hui en France et qu'on ne devrait plus voir, qu'on ne voudrait plus voir. C'est-à-dire un État omnipotent qui décide de règles pour régler des problèmes qui à la base sont légitimes, la pollution, qui crée de la mauvaise santé, des maladies, des décès parfois. C'est légitime de s'attaquer à ça et d'essayer de trouver des solutions. Sauf que la solution, on l'a créé une solution unique pour s'attaquer à un problème qui est multiple et on crée des inégalités terrible en voulant régler un problème, on crée encore de la ségrégation, parce que c'est clairement de la ségrégation. De la discrimination, en tout cas, entre des vieilles voitures et des voitures électriques d'aujourd'hui. Dans son application, c'est une loi anti-pauvre. Et il suffit de voir la carte de la région parisienne pour comprendre que tous les véhicules polluants sont à l'est et tous les hauts revenus de Paris sont à l'ouest. Donc, c'est très clair que les riches sont protégés, et en tout cas, les pauvres, on leur donne une autorisation partielle de pouvoir de temps en temps traverser ces zones. Même si on peut considérer quand même, Olivier... Parce qu'elles n'ont pas les capacités. Oui, on peut considérer quand même, Olivier, par contre, que cette démarche-là, elle va quand même dans le bon sens. Parce que c'est ce que je dis. On est d'accord que dans le centre-ville, on a aussi des écoles, on a aussi des enfants qui se retrouvent confrontés à cette pollution. À la base, le raisonnement qui a pondu la loi part d'une observation qui va dans le bon sens. Mais il aurait fallu le préparer. Il aurait fallu déjà le déléguer sur les régions, sur les territoires, qui, eux, savent là où c'est bon, ce qui n'est pas bon, connaissent les problématiques des gens. Je vous donne un exemple. Chez nous, une aide-soignante qui habite à l'extérieur de Nîmes, il y en a un bon nombre, pour pas dire la plupart. Oui, puisqu'elle travaille par secteur. Si elle a un véhicule aujourd'hui de plus de 30 ans, elle se met dans la fraude pour aller travailler. Elle, théoriquement, ne pourrait pas venir travailler, si tant est que la ville mette en place les moyens pour appliquer les contrôles. Mais elle ne pourrait plus pouvoir venir travailler. Pareil pour un père ou une mère qui veut exercer son droit de garde, dans un cas d'un divorce, bien sûr, qui veut se déplacer. Il y a des problèmes qui sont considérables, et puis là, on ne fait état que de véhicules qui sont... c'est pour protéger les véhicules électriques, on favorise l'achat de véhicules électriques. On oublie juste qu'il n'y a pas que les moteurs qui polluent, il y a les freins, il y a plein de choses qui polluent, qui émettent des dioxydes de carbone et des fines particules, et ça on oublie totalement dans cette règle-là. On l'a entendu, merci Olivier pour ce premier sujet. On enchaîne tout de suite, puisque là on va rentrer plutôt dans un sujet très politique. Vous vouliez revenir sur le Premier ministre, François Bayrou, qui s'en sort plutôt pas mal. Il devrait rester à Matignon pour plusieurs semaines à minima, puisqu'il a réussi, contre toute attente, à voter le budget de la France pour l'année 2025. Mais ce qui vous chagrine, c'est pas forcément qu'il ait voté ce budget, c'est que finalement la France, elle va pas plus avancer, en tout cas sur sa dette abyssale. J'ai bien résumé ? Oui, tout à fait. François Bayrou va faire... Alors, c'est un fin tacticien, il connaît tout le monde. Il a été plutôt bon. Il a été meilleur que Michel Barnier. Bon pour naviguer entre les eaux et faire voter le budget. Ça, c'est très clair. Meilleure politique que Michel Barnier sur le plan de la politique politicienne. Indéniablement. Après le budget, il faut on était à plus de 6% de déficit. On est en train de voter un budget qui devrait rester dans les clous de 5,4 de déficit. Alors, on parle de milliards, de déficit, etc. Ça dépasse un peu les gens. Remettons le contexte dans un contexte d'un ménage. Un ménage qui gagnerait, mari et la femme, tout cumulé, 3 000 euros par mois. Donc 36 000 euros annuels. 36 000 euros annuels, 5% de déficit, c'est 2 000 euros. C'est 2 000 euros. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, votre banquier vous appelle et vous dit on a un dépassement de 2 000 euros là, il y a un trou, il faut le combler. Et là, la seule réponse que vous lui dites, non mais c'est bon, j'ai trouvé une solution,
on sera plus à 6, on sera à 5,4% de déficit. C'est-à-dire qu'on ne sera pas à 2 000 euros, mais on sera à 1 940 euros. Non, tu te rembourses d'abord ton trou et ensuite on verra comment on va faire. Ouais, après, face au contexte économique dégradé, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité quand même que la France et que le gouvernement puissent continuer à investir pour accompagner aussi les difficultés qu'on connaît dans le pays? Il fallait un budget, il fallait investir et c'est le moins pire des pires scénarios. Néanmoins... Il n'y avait pas un risque quand même d'accentuer une forme de récession si on coupait les vivres sur toutes les strates de la société? Mais il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque, mais il y a aussi un risque à reproduire toujours les mêmes choses. On est sûr que rien ne changera. Regardez les solutions qui ont été trouvées pour. On pénalise notamment. On parlait de ZFE tout à l'heure. Les véhicules thermiques vont avoir un malus supplémentaire. Monsieur et madame tout le monde. Alors les plus riches auront un malus pour les plus gros véhicules qui encombrent. Et tant mieux. Des malus de 70 000 euros pour les plus gros. C'est énormissime. Enfin, c'est pas notre problème. Voilà. Mais tout de même. Pas encore. Mais oui, Dieu me préserve. Mais en moyenne, ça va être un passage de 300 à 600 euros de malus. Voilà. Donc on frappe dans le portefeuille de monsieur et madame tout le monde. C'est nous qui faisons les restrictions et l'État n'en fait très peu. Et face au contexte politique quand même qui est compliqué, est-ce que tout ça, il ne faut pas le renvoyer à la prochaine présidentielle? C'est-à-dire que finalement, les Français seront amenés à voter pour un président qui probablement leur proposera cette fois-ci un vrai plan de réduction de cette dette. Oui, mais chaque jour qui passe creuse un peu plus cette dette et plus on attend et plus on la creuse. Moi, je vois dans le projet de loi de finances qui a été voté, il y a deux mesures qui me font... Un peu hurler, ouais. C'est l'AME qui, elle, est maintenue en totalité. Et ça, c'est une négociation purement politique, parce qu'on sait très bien qu'on va dans le mur avec ça. Et en compensation, le budget qui a été le plus amputé, c'est l'aide aux pays en développement. Et justement, c'est totalement l'inverse qu'il faudrait faire. C'est aider les pays en développement et baisser l'AME pour éviter ce fameux flux migratoire dont on va rappeler que l'AME, c'est l'aide médicale d'État. Hein, c'est bien de le préciser, effectivement, et c'est l'accompagnement des étrangers qui rentrent dans notre pays, qui peuvent se retrouver malades et que l'on doit soigner. Parce que c'est ça la réalité aussi, quand même, Olivier. Mais moi, je crois que la France, elle peut redevenir cette grande nation. Elle a tous les moyens, mais ça nécessite pour ça un sursaut. Et ce sursaut, il ne viendra pas comme ça de négociations politiques. Il faut vraiment changer les méthodes. Vous savez, quand on est face à une tempête, il y a deux façons de voir les choses. Soit on construit des abris et on se met dans les abris, soit on profite du vent pour faire tourner des moulins. Eh ben, je pense qu'on a beaucoup trop construit d'abris en France aujourd'hui, et que maintenant il est temps de se retrousser les manches et de vivre de nos ailes, de nos moulins. Oui, c'est très beau, moulin. Hein, oui. Aux Pays-Bas, il y a des magnifiques moulins. C'est écolo. Merci. Ça fait plaisir au bobo. Merci Olivier. Troisième sujet. Pour cette semaine, vous vouliez parler de la droite et de cette éventuelle primaire qui pourrait exister à droite dans la perspective des élections présidentielles de 2027. Mais on pourrait même le ramener plus localement, parce qu'on a l'impression que la multiplication des candidats à droite et au centre, par exemple à Nîmes, pourrait amener à une primaire. Peut-être que le premier tour des municipales l'année prochaine sera une primaire de la droite et du centre. Oui, en tout cas d'abord au niveau national, puisque c'était avant tout là-dessus que vous vouliez disons évoquer. Que certains considèrent que les primaires c'est une machine à perdre, à droite comme à gauche d'ailleurs. Il y a pas de. Et vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'une primaire ça a du sens. Je pense qu'une primaire ça a du sens. Après, c'est sûr qu'on peut toujours trouver des exemples pour et des exemples contre. Alors, on peut dire, regardez l'exemple de Benoît Hamon, regardez l'exemple de Valérie Pécresse, un coup à gauche, un coup à droite. Mais dans l'un comme l'autre des deux cas, Hamon, Pécresse, c'était des primaires qui ont accouché d'un candidat qui s'est ramassé une veste dans les deux cas, mais des candidats qui se sont présentés dans un contexte économique pour leur parti dégradé face à des candidats de peu de poids. Donc ils ont émergé d'une primaire, effectivement ils l'ont gagné, mais la concurrence n'était pas très vigoureuse, et ils ont gagné, mais ils se sont ramassés derrière. Donc ça s'explique cette défaite-là. Après on prend l'exemple Fillon qui a gagné une primaire et qui a perdu derrière. Lui, c'était pas le cas. Il avait des candidats valeureux, de poids dans sa primaire. Et ce qui a fonctionné, c'est François Hollande. Il gagne Hollande. sa primaire, mais il perd la présidentielle comment? Dans un
combien de coups il a pris sur la On est tête. bien d'accord. Et on n'est pas là pour, moi je suis pas là pour juger Bien les sûr. coups qu'il a pris. Mais quoi qu'il en soit, il fait quand même, malgré tous les coups qu'il a pris, plus de 20% aux élections. Alors qu'à C'est-à-dire, la base, il avait une destinée présidentielle. il Parce fait plus que après la Chirac quand il primaire, est élu président. et après la primaire, Donc, tous les sondages le donnaient gagnant. Oui, donc c'est pas les primaires qui font que c'est. Mais vous n'avez pas parlé d'un exemple qui est criant, c'est celui de François Hollande, qui a respecté si, toute la primaire à gauche, j'allais en venir. et il est arrivé à être François président. Hollande était vraiment l'outsider, il gagne sa primaire et il devient président de la République. On peut considérer que ça n'a pas été le meilleur président de la République, la 5e République, mais peu importe, il a été élu président. Donc la gauche a gagné avec François Hollande. Donc les primaires, c'est pas un mauvais outil. Ce qui est un mauvais outil, c'est les mauvais candidats. Soit on est un bon candidat totalement légitime, et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de primaire. Bien sûr. Sarkozy en 2007, il n'y a pas eu besoin de primaire. Et est-ce qu'à Nîmes, il y aura besoin d'une primaire au premier tour? Olivier, Voilà, qu'est-ce que vous en Bon, pensez? des primaires de ce niveau local, je ne sais pas comment ça pourrait s'organiser. Je ne sais pas si on en allait, si les partis. Mais en ont si les moyens. personne se désiste avant le premier tour, est-ce qu'on pourrait se retrouver finalement avec une forme de primaire avec tous ces candidats de la droite et du centre qui se présenteraient devant les électeurs? Ben, disons que les primaires, en tout cas que ce soit au niveau national ou au niveau local, l'intérêt d'une primaire, c'est alors déjà d'ouvrir une fenêtre de tir médiatique. Ça, c'est pas inintéressant. Et puis ça permet aussi de voir la différence entre deux candidats, la différence de projet. Parce qu'aujourd'hui, on parle de casting, mais moi, je voudrais parler de scénario. Et les scénarios, ils sont où? Pour l'instant, on ne les connaît pas. Bon, c'est encore un peu tôt. Il reste 14 mois. On dit quand même. toujours ça. Et puis quand dans 12 mois, on dira, mais vous verrez bien, tout le monde aujourd'hui veut donner la parole ni moi. Un candidat, On aimerait bien savoir ce que les candidats ont sous le un capot quand même. candidat à Nîmes, il y a quelques années, disait qu'un programme, en fait, ça se fait sur un coin de la table et ça prend 5 minutes. Oui, ben, je sais pas qui est le candidat qui a dit ça, mais qui reste chez lui. Merci beaucoup, Olivier, Merci. d'avoir été avec nous ce jeudi encore. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Jeudi Tout. On va remercier Romain Curat pour la réalisation de l'émission. On va se donner rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine d'informations en direct sur Objectif Gare. Notre invité à 12h30 lundi, c'est Xavier Perret, c'est le président de la Chambre de métier et de l'artisanat du Gard. Et puis le soir, à 18h, dans le Club Soir, on va recevoir la députée du Rassemblement National, Pascale Borde. Elle sera sur ce plateau. Passez tous un très bon week-end. À lundi, 12h30.